Bonjour, monsieur Elias Imzalen. Bienvenue dans le média Aloha News. Vous êtes militant pro-palestinien qui avait appelé à l'intifada lors d'une manifestation Place de la Nation le 8 septembre. Et vous avez été reconnu coupable de provocation publique à la haine ou à la violence envers la communauté juive. C'est ce qu'on peut lire notamment dans les journaux. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et et de nous expliquer ce qui s'est passé? Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Elias Zimzalen. Je suis, comme il a été dit, un militant qui essaye de lutter contre l'islamophobie, et cela depuis des années, mais également contre ce qui se passe en ce moment à Gaza, c'est-à-dire un génocide. Je n'ai pas commencé aujourd'hui, ni il y a un an, mais depuis des années. C'est une cause qui me tient à cœur, défendre les Palestiniens pour qu'ils recouvrent enfin leur liberté. Et là, on était dans une situation, et non encore, dans une situation catastrophique, dans laquelle on voit un peuple se faire génocider. Il était de mon devoir de continuer à dénoncer cela, et ce, par des manifestations pacifiques, comme on a toujours fait. Et lors d'un rassemblement, j'ai eu ce mot, nous appelons effectivement l'intifada, et ça m'a été reproché puisque on a voulu essayer de mettre dans ce mot qui signifie tout simplement soulèvement de façon littérale, mais qui est compris dans le monde entier comme une expression d'une indignation, l'indignation des peuples du monde entier face à un génocide qui a lieu contre le peuple palestinien à Gaza. Et ces manifestations et cette expression a lieu par des manifestations pacifiques. C'est ce que je me suis évertué à expliquer au juge. Au début, effectivement, il a été requis contre moi des peines bien plus importantes, 15 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, 5 ans pour appel à la violence, encore 5 ans pour un appel à la haine contre un groupe qui n'était pas dénommé d'ailleurs, ce qui est littéralement une gageure au vu du droit, puisque normalement, quand on désigne un groupe qui a été attaqué, on désigne lequel. On l'a découvert là pendant le tribunal, du moins au verdict, puisque même pendant le tribunal, les avocats de la partie adverse, qui je le rappelle étaient 10, je pense qu'ils n'étaient pas assez pour essayer de me confondre et de faire de moi le coupable idéal, se sont retrouvés avec cette peine qui a été prononcée, 5 mois avec sursis et 10 à 12 000 euros d'amende, je crois. C'est somme toute assez minable, puisqu'on a vu se dérouler face à nous une entreprise quasi tentaculaire avec les médias, le gouvernement, un ministre, des dizaines d'avocats, bref, CNews, BFM, pour essayer de me faire condamner, comme j'ai dit au début, à 15 ans, suite à une garde à vue qui a duré un petit peu plus de 2 jours, pendant laquelle le procureur s'est déplacé, ce qui est chose assez extraordinaire, je crois, dans le milieu, pour venir me voir. À la fin, je me retrouve qu'avec une charge, et cette charge qui, normalement, prévoit des peines beaucoup plus grandes, euh, a vu en fait être commuée en espèce de peine symbolique pour eux, puisque je pense qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. Même s'il s'agit évidemment d'une injustice, je pense que la justice n'a pas tenu à rentrer dans ce processus qui visait à suivre une espèce de vindicte populaire, ou du moins vindicte des élites, contre les personnes qui luttent contre ce génocide à Gaza. Et donc, 5 mois avec sursis, c'est très peu, même si ça reste une injustice. Et puisqu'on en est dans les annonces euh, pour votre média, on va annoncer aujourd'hui que appel a été fait. Donc on va se retrouver devant les médias parce que ça reste une injustice et que évidemment je suis innocent, bien que cette peine, comme je l'ai rappelé en sortant devant CNews et Europe 1, c'est quelque part une réhabilitation. J'ai été réhabilité, comme aurait dit Carlito. Vous voyez ça comme une victoire, en fait. C'est ça. Évidemment, c'est une victoire politique puisqu'on a essayé de criminaliser le mot intifada dans le monde entier. On a reçu des vidéos de New York, de Gaza même, de Londres, de partout en France, avec des gens qui appelaient et criaient intifada, avec le sens qu'on connaît, tout à fait pacifique, non pas un appel à la haine, mais celui d'un soulèvement des cœurs et des volontés pour dénoncer un génocide par des manifestations pacifiques, comme le monde entier le comprend. Mais il fallait trouver une excuse, il fallait entrer dans des arguties spécieuses pour me condamner, c'est ce qu'ils ont fait, avec un abattage médiatique, mais ils ont perdu puisque, contrairement à ce qu'ils pensaient, ce procès s'est transformé en procès non pas
des militants qui luttent pour la Palestine, non pas du mot intifada, mais bien du génocide israélien, aussi bien devant les tribunaux qu'à la sortie du tribunal. C'est bien, et sur les chaînes, c'est bien le mot intifada qui a été oublié, mais bien le mot génocide qui a été mis en exergue. Il existe bien un génocide à Gaza, et que ça leur plaise finalement ou non, eh bien ça sera dénoncé, et cela par tous les moyens possibles. Et aujourd'hui encore, on dénonce. Bah, comment vous expliquez que finalement le mot intifada, vous en donnez une certaine définition qui, va à rebours un petit peu avec la conclusion qui a été faite notamment par la justice. Comment vous expliquez que, on ait, on va dire, conclu une autre, signification du terme que vous avez employé? C'est assez simple, quand on regarde ce qui s'est passé pendant le procès, qu'on voit les arguments qui ont été dirigés contre moi. On a parlé de terrorisme, de pathie. Pendant l'interrogatoire, on m'a demandé quelle était mon orientation religieuse, ce que je lisais, bref. C'était un procès à charge, une instruction à charge qui était islamophobe. Et donc, c'est ma figure, avec ce que je représente en tant que musulman, en tant que personne qui s'est toujours évertuée à dénoncer l'islamophobie systémique de l'État français, qui a été jugée et qui a été finalement prise à partie, puisqu'il s'agit de domestiquer. Il s'agit de dire à Kunta Kinte qu'il s'appelle Toby. Et donc, on essaie de le fouetter en public, mais ça ne marche pas. Et on va continuer à dénoncer le génocide à Gaza. On va continuer également à dénoncer l'islamophobie française. Et ça, quoi qu'il fasse, puisque c'est un devoir pour nous, c'est quelque chose d'impérieux qui s'impose à nous. On ne peut pas laisser ces femmes, ces hommes, ces enfants mourir sans rien dire. Nous sommes du bon côté de l'histoire et ils sont du mauvais. Donc s'ils ont gagné une bataille, nous gagnerons cette guerre de l'information, nous gagnerons cette guerre de l'éthique, puisque l'histoire retiendra qui était du bon côté et du mauvais côté. Nous sommes du côté de ceux qui se font génocider, ils sont du côté des génocidaires. On vous a qualifié de différents termes, notamment islamistes, proches des frères musulmans, et cetera, et cetera. La première question, c'est est-ce que vous, on vous a donné la parole pour vous expliquer sur ces termes notamment? Évidemment non. Évidemment non. Dans le pays dit de la liberté d'expression, on n'a droit à l'expression que l'expression islamophobe qui vise à entraver toute parole musulmane, toute expression musulmane, et en général, toute parole qui relèverait de minorités, de quartiers, de couleurs, avec qui nous avons grandi et que nous estimons, mais qui, pour eux, semblent être désormais l'ennemi de l'intérieur qu'il faut faire taire, qu'il faut, comme je disais, domestiquer. Mais nous ne sommes pas domesticables et ceux-là, ils ont appris à le voir. Si effectivement, dans les médias, ils ont pu nous affubler de quolibets dans la vie, nous sommes reçus dans toutes les universités, chez les étudiants, chez la jeunesse dans la rue, avec grand enthousiasme. La France, ce n'est pas CNews. Le pays réel, comme ils disent, existe. Et dans ce pays réel, je me promène et les gens m'acclament. Donc ils sont une élite qui se sépare petit à petit du peuple, qui se sépare de la justice, d'équité, une élite impérialiste qu'on retrouve en France comme aux États-Unis, qui lutte contre un peuple pour l'écraser, pour le génocider, et nous ne sommes qu'à l'image de ce peuple. Nous essayons de résister par tous les moyens possibles. Le nôtre, c'est cette expression qui est médiatique, qui est à la fois dans la rue pour dénoncer ce qu'il se passe, et nous continuons malgré leur tentative de nous salir. Ils peuvent nous appeler comme ils veulent. Si être islamiste, si être salafiste, c'est prôner la liberté, la libération du peuple palestinien, prôner la solidarité dans nos quartiers, c'est prôner la lutte contre toute forme de discrimination. Alors soit nous le sommes. Je n'ai que faire de leurs assertions et de leurs attaques. Je vais pas me cacher en disant non, ce n'est pas moi. Qu'ils m'appellent comme ils veulent. Ce qui compte, c'est ce que retiennent les gens, que nous sommes des gens épris de justice, d'amour, de liberté, qui combattons pour eux, pour nous, puisque le peuple palestinien nous montre l'exemple en résistant. Donc nous devons nous aussi de résister à la fois pour la Palestine, pour Gaza, mais pour nous-mêmes, puisque si Gaza se libère, c'est nous-mêmes qui nous libérons aussi, puisque là-bas on tente de les exterminer et les islamophobes ont un œil sur ce qui se passe en Palestine en se disant tiens, Netanyahou, lui, il est capable de faire ce que nous, on aimerait faire en France, en Belgique, vis-à-vis des minorités musulmanes.
Donc, le peuple palestinien montre que c'est impossible. Et nous, en appuyant ce peuple en lutte, nous montrons que nous ne sommes pas disposés à être écrasés. Nous ne serons jamais, et Inch'Allah, bientôt la libération pour la Palestine, et également pour tous les gens qui réclament et exigent un petit peu plus de liberté, la libération de leurs chaînes qui trop longtemps ont été mises à leur poignet et que nous espérons bientôt casser. On vous a aussi présenté comme un proche de LFI. Est-ce vrai? Et aussi, qu'est-ce que ça veut dire? LFI est proche de vous, donc quelque part, il vous considère comme un islamiste. Et LFI, ce serait un peu comment dire, l'ami des islamistes. Et moi-même, je me définis pas comme islamiste, mais comme islamien, c'est-à-dire comme une personne qui, effectivement, dans tout ce qui est afférent à la politique, à sa vie, se réfère à son premier référentiel, qui est l'islam. Et ça, que ça leur fasse plaisir ou non. Et les politiques, évidemment, mais pas que les filles, tous, nous approchent et tirent les conséquences de notre activité politique. Nous sommes les gens qui faisons déplacer des centaines de milliers de personnes dans les rues. On sait qu'il manque à peu près 300 à 400 000 voix à une certaine personne pour arriver au second tour. Je pense que ça intéresse effectivement de s'approcher de nous pour ce genre d'ambition et également, parce que je le pense sincère également, dans sa volonté de défendre Gaza. Nous avons poussé les lignes en dénonçant un génocide, ce que les partis politiques au début ne faisaient pas. Mais je tiens à le dire ce soir, je remercie tous les gens qui se mobilisent partout en France, dans toutes les villes, à Paris, des centaines de milliers désormais, depuis 1 an et demi, voire des millions. Et c'est eux qui ont fait que les partis politiques se sont emparés de cette question de Gaza et en ont parlé ensuite à Gaza. C'est vous qui donnez cette force, c'est vous qui influez, et non pas l'inverse. Ne remerciez pas les partis, faites en sorte qu'ils soient à votre service. C'est ça, servir la démocratie. Donc, s'ils servent la démocratie, ils doivent servir la voix de nos banlieues, la voix des musulmans, la voix de Gaza qui se libère et également donc cette voix que nous incarnons ici en France, de militants qui essaient de faire entendre cette parole qu'on essaie d'étouffer partout. Donc effectivement, ils sont proches de nous, plus ou moins, mais disons que cela se transformera ou non en vote, c'est à voir, c'est à décider. Pour l'instant, on n'est pas dans ça, mais effectivement, si une réelle réflexion était engagée sur ce que la France, est-ce que la France ne mérite pas de devenir un État constitutionnel basé sur la pluriculturalité, par exemple? Est-ce qu'il n'est pas temps d'abroger toutes les lois, par exemple? Est-ce qu'il n'est pas temps de reconnaître la Palestine et d'imposer un embargo sur l'État génocidaire? Si effectivement cela s'était dûment respecté et mis en exergue par les partis politiques que vous citez, on pourrait évidemment avoir des accords certains. Et d'ailleurs, les discussions sont en cours, je pense. Vous dites que vous définissez comme un islamien, donc quelqu'un, si je comprends bien, qui se réfère à un référentiel islamique pour faire de la politique, si je comprends bien. Pas seulement faire de la politique pour vivre. Oui. C'est-à-dire que contrairement à ce que on nous apprend à faire un peu en France, à travers une politique de domestication, comme je l'ai dit, je ne suis pas musulman chez moi et une fois que je sors, j'enlève mon manteau et je deviens un autre. On est musulman tout le temps. Toujours son éthique, on la garde quoi qu'il arrive. Quand on sort avec ses enfants, comme quand on s'exprime comme ici dans votre média ou qu'on pense la cité. La politique, c'est ça, c'est la gestion de la cité. Quand on gère la cité, on le fait selon notre éthique et notre éthique est musulmane. C'est pour ça que je me réclame islamien. Il y a certaines personnes qui postulent. Je pense notamment à quelqu'un qui a beaucoup fait de commentaires autour de vous. C'est Madame Florence Bergot-Blackler qui se définit comme docteur en anthropologie, qui dit que finalement, justement, le fait de se référer à un référentiel islamique, c'est ce qui crée, c'est ce qui est dangereux, on va dire, pour la France, parce qu'à terme, ou pour l'Europe, parce qu'à terme, c'est une manière de vouloir imposer une charia ou des choses comme ça. Cette idée qu'elle semble en tout cas promouvoir, elle est partagée par pas mal de personnes, notamment de l'élite politique. Vous, en tant que musulman, euh, comment vous voyez la compatibilité entre un référentiel islamique auquel vous vous référez tous les jours et justement des avancées politiques ou bien des dialogues politiques? Écoutez, je vais pas faire de commentaires sur la personne que vous avez précitée, elle n'en vaut pas la peine.
Je pense qu'elle s'est bâtie une carrière qui était quasiment inexistante auparavant sur l'islamophobie. Bon courage à elle. Elle est en ce moment très contestée dans le milieu universitaire et ça nous suffit comme preuve de sa non-légitimité dans le débat public. Si on lui donne parole aujourd'hui et qu'on la reçoit dans les ministères, c'est que l'islamophobie est prégnante et qu'elle est partout, elle est systémique. Bon, je vais arrêter là sur elle parce que franchement, elle ne vaut pas le coup, elle ne vaut pas la peine qu'on lui fasse de la publicité. Ses travaux sont assez indigents, sa façon de nous attaquer assez basse et malhonnête. Donc je la laisse à ce qu'elle est. J'espère qu'elle obtiendra sa retraite bientôt, qu'elle pourra enfin bénéficier d'un peu plus de paix à la fois mentale et dans la vie. Euh, Effectivement, cette islamophobie est prégnante partout en France et à chaque fois qu'on essaye de parler en tant que musulman, de se dire musulman, eh bien, on est désigné du doigt avec une islamophobie qui est allée grandissante. Puisqu'avant, on cherchait les motifs de radicalisation. Qu'est-ce qu'était la radicalisation définie par les organismes de l'État? Le fait que tout d'un coup, on se mette à faire le ramadan, ou faire la prière, eh bien, c'était considéré comme de la radicalisation, ou qu'une femme mette le hijab. C'était considéré comme la radicalisation et donc on devait surveiller ces gens. Vous vous doutez bien que ce n'est rien d'autre qu'une espèce de macartisme qui vise à stigmatiser le comportement musulman. Mais la radicalisation de l'islamophobie est allée crescendo et maintenant c'est non seulement le fait de s'exprimer en tant que musulman qui est perçu comme un signe de radicalisation, mais bien plus encore, puisque aujourd'hui, le musulman, avec la loi séparatisme, devinez tout de même que ce mot séparatisme n'est pas anodin. Quand on parle de séparatisme, les derniers à en avoir parlé en Europe, c'est euh, les dignitaires serbes de l'ex-Yougoslavie. On sait ce qu'ils ont fait ensuite aux Bosniens, génocide. C'est la Chine avec les Ouïghours qui les désigne en tant que séparatistes pour mieux les incarcérer. Donc ce vocabulaire n'est pas anodin et il est le reflet d'une islamophobie hystérique qui s'exprime à la fois dans les médias, dans la justice, dans tous les lieux de pensée et d'expression en France. Et celle-ci désormais désigne le musulman comme ennemi de l'intérieur. Il doit faire preuve de son allégeance, il doit faire preuve de sa légitimité. Nous sommes musulmans, nous vivons en France. Il faut qu'ils s'y habituent. Il faut qu'ils s'y habituent. Nous n'allons pas changer, c'est à eux de changer et non pas l'inverse. Nous n'avons rien à prouver, nous n'avons aucune légitimité à aller chercher chez eux. Nous sommes, il va falloir s'habituer à cela. Les musulmans sont en France depuis bien plus longtemps d'ailleurs, si on devait prendre ce critère, que la plupart des politiques qui parlent de musulmans, je parle de Ciotti, je parle de celui de Nice, je me rappelle plus de son nom, et d'autres qui viennent d'arriver en France et qui nous donnent des leçons. Pour notre part, ça fait bien plus longtemps qu'on est en France, si c'était le critère, mais j'allais dire, même une personne qui poserait son pied à l'instant en France serait beaucoup plus légitime qu'eux à partir du moment où elle s'élèverait contre l'injustice et qu'elle prendrait la dignité. C'est ce que nous prônons, la solidarité, la dignité, la justice. Et c'est ce qui nous vaut d'être stigmatisés en tant que musulmans, puisque l'islam, c'est ça finalement, la justice pour tous, le droit au bonheur. Et c'est ce qui nous reproche dans une société libérale qui vient tout casser, qui vient casser les familles, qui vient casser les gens dans ce qu'ils ont de plus profond, la sociabilité, les atomiser pour se retrouver face à un patronat esseulé, à une casse sociale qui maintenant va toucher l'école avec les professeurs qui sont de plus en plus attaqués, laissés sans rien, les hôpitaux également. Et comme nous, musulmans, nous réclamons contre ce genre de politique pour la libération de Gaza, pour la libération de tous les peuples, pour plus de solidarité. Eh bien, nous sommes attaqués. Et je pense qu'il y a quelque chose à dire ici. Pour tous les gens qui se réclament de gauche, il faut accepter un nouveau paradigme qui a été mis en place depuis un certain moment. Si une personne vous dit qu'elle est humaniste ou de gauche ou que sais-je, si elle n'est pas pour Gaza, elle ne s'élève pas contre les génocides, si elle n'est pas contre la casse sociale, contre nos hôpitaux, contre l'école, contre la politique de la ville, si elle n'est pas contre l'islamophobie, alors cette personne n'est pas de gauche, elle n'est pas humaniste,
elle est bien une droitarde, elle est bien une réactionnaire, elle est bien du camp de l'oppression, celui de Trump, celui de l'OTAN. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment imprimer et qu'il faut comprendre. C'est à eux de se métamorphoser, c'est à eux de se révolutionner pour comprendre le monde dans lequel aujourd'hui nous sommes et non à nous de changer. Aujourd'hui, comment vous voyez la situation à Gaza et la couverture médiatique? Je vous dis ça parce que j'ai l'impression que même c'est quoi la situation? Comment vous voyez? Parce que j'ai l'impression que même l'attention du public, l'attention médiatique retombe petit à petit. Comment est-ce faire valoir ce combat un petit peu qui n'est pas du tout fini? Le génocide continue et les génocidaires ont des complices par les armes qui sont fournies. Je pense aux États-Unis, à l'OTAN et à la France qui ont fourni des armes à l'État génocidaire israélien. Il existe également une complicité médiatique puisqu'on a relayé les pires fake news pour essayer de salir les Palestiniens. On a omis de dire et de montrer les morts qui existaient, de montrer les images des femmes, des enfants qui étaient massacrés. On a fait en sorte que tout ça soit caché. C'est pour cela qu'on a justement dirigé ces manifestations partout en France, dans le monde, en Angleterre, aux États-Unis, avec des millions de personnes qui sont sorties pour faire en sorte que les États soient obligés en Occident d'en parler, les médias les premiers. Et c'est ce que nous avons réussi à faire. En ce moment, effectivement, le travail de la propagande génocidaire, c'est de faire en sorte de casser toute initiative, de casser l'espoir d'une résolution de ce conflit, de casser l'espoir d'une cessation de ce génocide. Et on ne doit pas céder. Il faut continuer à sortir dans les rues, il faut continuer à boycotter un certain nombre de produits, il faut continuer à faire du bruit, par votre média, par les médias mainstream, à les attirer coûte que coûte, pour faire en sorte d'obtenir des victoires. Et ces victoires, nous les avons obtenues déjà, puisque ces manifestations ont obligé tous les partis politiques à parler de la Palestine, à parler de ce qui se passait à Gaza. Et nous avons obtenu également le fait que de nombreux salons de l'armement israélien étaient annulés. Et je me rappelle encore de la manifestation à Boulogne, où on a fait en sorte que TF1 ne puisse pas recevoir un certain Netanyahou, et ça nous en sommes fiers, puisque si nous ne faisions pas tout cela, la situation serait bien pire encore. Ils se vanteraient de faire avec eux ce qu'ils font là-bas à Gaza. Donc le combat n'est pas fortuit, il continue. J'en appelle à chacun de se mobiliser, d'aller dans la rue, de faire en sorte d'en parler à ses proches, à ses amis. Et puisqu'on est sur une chaîne qui accueille de nombreuses personnes célèbres ou de la communauté du spectacle, j'en appelle aux gens de la communauté ou aux gens qui viennent de nos quartiers, tout simplement, à se reprendre en main. Il n'est pas normal que de grands rappeurs ou de grands footballeurs qui ont grandi avec nous, qui ont finalement la même communauté de destin que le peuple palestinien, puisqu'ils sont eux aussi issus de cette colonisation qui a commis des génocides en Algérie, en Afrique et partout ailleurs. Et ils sont ces rescapés. Et donc, en tant que rescapés, nous ne pouvons être que solidaires du peuple palestinien. Il est temps qu'ils prennent la parole. Il est temps qu'ils prennent la parole. D'ailleurs, je salue DJ Snake qui, lui, n'a pas hésité à le faire plusieurs fois, bien que menacé par l'État français pour l'avoir fait sur X, c'est-à-dire Twitter. Il n'a pas cédé, il continue de le faire pendant tous ses concerts. Bravo à toi et respect. Il y a aussi un concept qui s'appelle l'atakia, où c'est un concept, on va dire, islamique qui permet à un croyant de dissimuler sa foi lorsqu'il est en danger ou se menace ou est menacé pour préserver sa vie ou sa sécurité. C'est quelque chose dont pas mal de musulmans, on va dire médiatisés, ont été accusés, dont vous, il me semble. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus parce que j'aimerais aussi revenir sur un dernier événement tragique qui s'est passé. C'est quand un Saoudien fanatique proche de l'AfD et islamophobe et qui se dit apostat a foncé à la voiture bélier en Allemagne pendant la période de Noël. On l'a accusé également de pratiquer l'attaquer alors que toutes les preuves tangibles existaient concernant son affiliation politique à l'extrême droite. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce concept-là? Vous venez de démontrer en expliquant cela. Il est très simple d'accuser le musulman une fois qu'il s'exprime, comme je le fais là. Je dénonce le génocide de Gaza. Nous sommes pour la Palestine, pour sa libération. Et là, je vais être d'emblée accusé d'extrémiste ou de je ne sais quoi, parce que je m'exprime ainsi.
Mais si quelqu'un se sent un petit peu plus raisonnable que moi, ou du moins, aujourd'hui, on assimile souvent la lâcheté à la raison, malheureusement. Je parle là de nombreuses mosquées qui se taisent et qui ne disent rien, mais bon, il n'y a pas que dans le milieu du rap qu'on se tait, hein. Euh, Quand on fait cela, de toute façon, on nous accuse de taqiyya. C'est pas un concept à proprement dit musulman dans le sens où il n'est pas enseigné à la maison ni dans les mosquées, hein. C'est quelque chose qui existe dans le sens où il existe dans chaque comment dire corpus de vie ou dans chaque comment dire expression de sociale, le fait que effectivement si on vous menace de mort, vous essayez de vous en tirer, d'accord, par tous les moyens possibles, dont le mensonge, d'accord. Et ça a été repris par les médias islamophobes comme une espèce de duplicité, en reprenant un petit peu les clichés antisémites qu'on voyait dans les années 30 et les clichés également qui étaient dirigés contre les musulmans lors de la colonisation. S'ils s'expriment, c'est que ce sont des gens dangereux. S'ils ne disent rien, eh bien c'est qu'ils mentent. Évidemment, le sémite ou le musulman ne sait que mentir. Et c'est les pires clichés réactionnaires qu'il y a derrière ça, et ça vise à chaque fois délégitimer toute parole. Si par exemple, et ça a été mon cas, j'ai exprimé lors de l'audience que j'étais une personne de justice, de paix, d'amour, qui luttait pour la libération de ce peuple qui est meurtri, qui est écrasé, eh bien, les médias en face m'ont dit non, non, il ment, comme s'il fallait que nous soyons forcément rattachés à une image négative pour leur plaire. C'est une arme, ni plus ni moins, qui sert à nous salir, et comme vous l'avez dit, une personne islamophobe qui a fait des déclarations pro-génocidaires et pro-israéliennes, a commis un attentat. Tous les médias nous ont expliqué que c'était horrible, qu'un islamiste venait encore de commettre un attentat. Quand ils se sont rendus compte de leur bêtise, certains sont allés plus loin que la bêtise, dans l'hystérie que j'appelle l'hystérie islamophobe, en disant qu'il s'agissait là d'une taqiyya. Donc finalement, quoi que fasse le musulman ou l'ex-musulman, ou finalement, même s'il y a un attentat, on dira que c'est musulman. Et par contre, si la police tue, si un État bombarde un peuple qui essaye de se libérer, eh bien là, on dira que c'est la civilisation. Donc la civilisation et la paix est du côté de ces gens qui massacrent avec des bombes et avec des avions. Quant à nous, quand nous dénonçons l'islamophobie, eh bien nous sommes des dangereux terroristes, et quand nous nous taisons parce que nous sommes affublés de procès, affublés de coups de matraque, et c'est bien le cas lors des manifestations, c'est bien le cas dans nos quartiers également, eh bien nous faisons de la taqiyya. Donc, quitte à être frappé par la répression, autant s'exprimer. Il y a aussi quelque chose qui est sorti. Excusez-moi, quand je dis autant s'exprimer, je parle évidemment aux mosquées, que j'appelle vraiment à se réveiller, à avoir un discours conséquent sur ce qui se passe en Palestine. On ne peut pas se taire éternellement. On attend leur prêche, appelant aux manifestations le samedi. On peut pas rester ainsi, c'est impossible. Que direz-vous de mon Qiyamah? Que direz-vous à vos enfants? Une question que je leur pose directement. Et c'est une question que je pose également aux personnes qui assistent à ces prêches. Que veulent dire ces prêches? Que veulent dire ces prêches? Si nous ne sommes pas capables de venir au secours de la veuve et de l'orphelin, alors comment pouvons-nous parler d'islam? C'est la question que je pose aux prédicateurs, aux imams qui se sont tus. Et je salue ceux comme Abdelrahman Rizwan, dont arrive le procès aujourd'hui, et également le frère Ismaël, qui, eux, se sont illustrés dans une résistance extraordinaire face à l'État français complice de ce génocide, en dénonçant ce qui se passait à Gaza. Vraiment des gens extraordinaires. Il y a aussi quelque chose dont j'aimerais vous parler. Après le 7 octobre, il y a eu une théorie qui a refait surface. C'est un nouvel antisémitisme qui serait venu de la communauté musulmane, un espèce de nouvel antisémitisme musulman. Ouais. Moi, je suis parti un petit peu vérifier les sources musulmanes, etc. Je me suis rendu compte, et vous me dites si c'est si c'est faux, mais
En fait, je me suis rendu compte que s'en prendre à un juif parce qu'il est juif ou s'en prendre à un chrétien parce qu'il est chrétien dans la pensée islamique, bah, en fait, c'est tout à fait anti-islamique comme attitude. Comment expliquer ce décalage entre tout ça? Pour reprendre une rhétorique qui est celle de Baldwin. Baldwin, cet écrivain afro-américain, qui était un compagnon de route de Malcolm X et de Martin Luther King, nous parlait du mot négro, et disait que derrière le mot négro, une série de caractéristiques horribles étaient affublées aux Afro-Américains qui avaient été déportés en Amérique par les Blancs. Et il leur renvoyait ça en leur disant « Mais nous ne sommes pas cela. Donc si vous nous accusez de cela, cela vient de quelque part finalement. C'est une espèce de psyché refoulée. C'est en effet que les esclavagistes dénonçaient derrière ce mot en haine ce qu'ils étaient véritablement eux. Quand on traite les gens de sales arabes, c'est un petit peu la même chose. Quand les colons ont découvert les pays musulmans, eh bien, ils se sont retrouvés face à des gens qui se lavaient 5 fois par jour. Ce n'était pas le cas chez eux, il me semble. Donc aujourd'hui, quand on vient attaquer les musulmans, les gens des quartiers, en les affublant du mot antisémitisme ou d'antisémite, ce n'est que refouler ce que eux possèdent au plus profond d'eux-mêmes dans cette construction raciste de la société française. Ils sont sans doute un peu honteux de ce qu'ont fait leur grand-père, voire leur grand-mère pendant la guerre. Ils ont gardé quelques restes d'ailleurs, et ils aimeraient dégager cela et se faire peau neuve sur la peau des nouveaux juifs d'aujourd'hui, les musulmans, les palestiniens, en les affublant de leurs caractéristiques. Car sinon, on ne peut pas comprendre comment ils ont pu avoir cette théorie macabre de ce nouvel antisémitisme. L'antisémitisme a toujours été le même, celui qui a été construit à travers le racisme structurel qui a été pensé en Europe, notamment en France, pas seulement en Allemagne, mais bien avant en France, qui a établi une hiérarchie des soi-disant races dans laquelle nous n'avions pas place et dans laquelle les Juifs étaient désignés comme ennemis intérieurs, comme nous sommes d'ailleurs aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour se dédouaner de leur passé, ils essayent de nous rejeter une faute que nous n'acceptons pas. Ce sont eux qui ont exterminé les Juifs. Ce sont vos familles, vos grands-pères, qui ont donné des noms de gosses juifs aux SS, pas les nôtres. Donc il faut que vous régliez votre histoire entre vous, avec les Juifs, en vous excusant, pourquoi pas en leur proposant des dédommagements en France, mais pas chez les gens, pas en Palestine. Après cette affaire juridique que vous avez traversée, après pour avoir appelé à l'intifada, est-ce que vous referiez cet appel aujourd'hui? Vous savez, comme vous l'avez dit, je suis musulman, ce qui a été fait est fait, et non, rien de rien, je ne regrette rien, puisque cet appel était un appel à l'indignation par des voies pacifiques dans la rue, par des manifestations que nous avons menées, qui continueront d'être faites, quelles que soient les persécutions qui sont faites à la communauté musulmane, les militants pro-palestiniens, quelles que soient leurs armes dirigées contre nous, nous continuerons, car des enfants continuent à vivre en Palestine, ils continuent de rêver, d'espérer à se libérer malgré les bombes, malgré les massacres, malgré le génocide. Ils sont notre exemple. Nous ne subissons rien de tout cela. Donc, il n'est rien pour nous de continuer à dénoncer ce génocide. Si ça doit être par ce mot, pourquoi pas, mais il faudra enfin que la France, islamophobe et raciste, comprenne. Certes, c'est un mot arabe, mais il va falloir vous habituer à parler un peu avec les gens qui vous entourent, un peu avec les gens qui luttent pour la liberté, et cesser de, comme vous l'avez fait à travers votre histoire, et là je parle pas de tous les Français évidemment, mais je parle de ceux qui sont les représentants des collaborationnistes d'alors, qui sont leurs descendants. Je parle des gens qui passent sur CNews, je parle de la classe politique qui s'aligne sur les prises de position de Netanyahou et sur ses ambitions de génocide complet des Palestiniens. Nous sommes du côté de la résistance. Vous êtes du côté de la libération, de la collaboration, pardon. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bah, écoutez, moi je remercie vraiment tous les gens qui sont mobilisés dans ce procès que nous avons gagné politiquement, puisque c'est bien le procès du génocide qui a été fait. Je remercie les gens de gauche
les gens du NPA, les soulèvements de la terre, révolution permanente. Je vais en oublier les indigènes de la République, Urgence Palestine évidemment que je représente aujourd'hui. Toutes ces personnes, ces anonymes qui sont venus me voir. Je remercie aussi des personnes à qui je pourrais jamais assez rendre. Ce sont nos sœurs de nos quartiers qui, dans toutes les manifestations, sont les plus nombreuses, les plus motivées, les plus déterminées pour défendre la Palestine. Et elles ont été également en masse à mon procès. Et ça, je pourrais jamais leur rendre tout cet amour qui a été donné. Je les en remercie aujourd'hui. Vous savez, si on veut bien comprendre l'intifada pour ce qu'elle est dans nos mots, c'est-à-dire une indignation portée pacifiquement dans des manifestations dans tous les coins du monde, eh bien l'intifada continuera, quoi qu'en pense la justice, quoi qu'en pense l'État. Cette intifada des cœurs, ce soulèvement des cœurs, de l'indignation pacifique qui passe par New York, par London et qui se poursuit à Paris, continuera, et cela jusqu'à la libération de la Palestine, car rien n'empêchera l'indignation, car c'est le mérite et l'honneur des peuples que d'être réunis dans une œuvre de libération et de s'émouvoir quand les gens sont massacrés. Honte à ceux qui se taisent et honneur, force à ceux qui s'élèvent et se lèvent contre un génocide qui n'a trop que duré. Inch'Allah, la libération pour le peuple palestinien, pour tous les peuples du monde. On pense également au Congo, on pense à la situation au Soudan, on pense à tous les peuples qui subissent l'impérialisme yanqui, l'impérialisme de l'OTAN. J'espère que tous ces peuples pourront se libérer de leur chaîne. Et je pense également à des minorités qui partout sont opprimées, aux Afro-Américains, aux musulmans en Europe. Nous sommes certes une minorité quand on regarde le monde avec nos petites lunettes, mais nous sommes une majorité dans le monde et ils sont la minorité qui essaye de nous enserrer. Mais nous casserons les chaînes, nous serons un jour libres. Et je le répète, nous nous donnerons rendez-vous à Jérusalem pour célébrer cette grande victoire, une Jérusalem libérée, une Jérusalem qui appellera à la libération de tous les peuples.